Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la cadence des marchés qui ralentit un peu au démarrage d'une semaine qui sera intense en matière de nouvelles macroéconomiques, microéconomiques et de décisions de banque centrale pour les investisseurs. La cadence qui ralentit après un mois de janvier qui s'annonce comme un mois historique en termes de performance boursière accumulée, notamment sur les actions européennes, puisqu'on flirte toujours avec une performance de quasiment 10% de gains depuis le 1er janvier pour les actions européennes. Néanmoins, on constate quand même que le rythme ralentit un petit peu après les 2 premières semaines intenses et très puissantes en matière de dynamique de marché. La cadence ralentit, mais les niveaux tiennent. Le CAC 40 est toujours proche des 7100 points en cette fin de séance à Paris et en Europe, avec à peine une petite baisse pour les indices européens. Le CAC qui tient donc les niveaux quasi records atteints ces derniers jours, avec, il faut le noter, sur le fond des statistiques économiques pour démarrer cette semaine intense, je le précise, des surprises peut-être un peu moins positives pour la zone euro, avec l'exemple de la première estimation d'inflation pour l'Espagne pour le mois de janvier, qui marque le pas dans le rythme de désinflation qu'on a pu observer depuis quelques mois. Et puis on notera également la contraction de l'économie allemande annoncée en première estimation par l'Institut statistique allemand, soit une contraction de 0,2% du PIB allemand sur le 4e trimestre. Notons au passage que la croissance allemande pour le 3e trimestre a été révisée à la hausse de 0,1 point à plus 0,5%. Voilà donc pour les quelques statistiques du jour. Au démarrage de cette semaine intense, nous aurons demain d'autres estimations de croissance pour le 4e trimestre pour d'autres pays de la zone euro, et puis des estimations d'inflation également qui vont continuer pour le mois de janvier avant l'entrée en piste des banques centrales. C'est la rentrée 2023 pour les grandes banques centrales, la Fed, la Banque d'Angleterre et la BCE qui livreront chacune leurs décisions de politique monétaire au cours de cette semaine, à commencer par la Fed qui est attendue mercredi soir avec une hausse de 25 points de base après celle de 50 points de base qui a été délivrée lors du meeting du mois de décembre. La super semaine des banques centrales, ce sera évidemment à la une de Planète Marché de notre discussion à suivre dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi soir, notre quart d'heure américain pour revenir sur l'actualité politique du moment aux États-Unis avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45 en direct. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous, chaque soir, Alix Nguyen. Et je le disais, les marchés qui ralentissent un petit peu la cadence. Et cette séance se termine sans tendance claire pour les actions européennes et pour le CAC à Paris. Oui, si la majeure partie de la séance s'est faite en baisse, l'indice est à l'équilibre désormais. Aux États-Unis, les valeurs technologiques américaines sont en baisse après un bond de 11% du Nasdaq au mois de janvier. L'indice est en passe de boucler son meilleur mois de janvier depuis 1999. Les publications des GAFAM suivent leur cours. On attend encore les résultats d'Apple, Meta Platforms, Alphabet et Amazon. Elles publieront entre mercredi et jeudi soir. À noter qu'aux États-Unis, toujours, le titre Ford Motor recule nettement après l'annonce de la baisse du prix de la version électrique de son modèle Mustang en réponse à une décision similaire de Tesla. Plus largement, l'ambiance est frileuse sur les marchés à 2 jours de la décision monétaire de la Fed et avant celle de la Banque d'Angleterre et de la BCE jeudi. Du côté de la zone euro, quelques indicateurs parus ce jour altèrent l'optimisme d'alors, à commencer par l'Espagne où la hausse des prix à la consommation est passée de 5,5% à 5,8% sur un an
1% en janvier, après 5 mois de ralentissement d'affilée. Le PIB de l'Allemagne a quant à lui accusé une contraction surprise de 0,2% au 4e trimestre, après une croissance de 0,5% au 3e. Et puis le rapport sur l'emploi de décembre aux États-Unis sera publié vendredi. Et puis l'actualité des entreprises est marquée aujourd'hui par l'officialisation de la refonte de l'alliance entre Renault et Nissan. Et oui, au sortir de plusieurs mois de négociations, Renault officialise le projet visant à remettre à plat sa coopération avec le constructeur japonais. C'est via un communiqué dont on attend encore l'approbation de son conseil que Renault a confirmé le prochain rééquilibrage des pouvoirs entre les deux constructeurs. Renault va donc réduire sa part au capital de Nissan à 15% contre 43,4% actuellement. Et puis dans le reste de l'actualité des entreprises, le groupe d'EHPAD privé Orpea annonce la reprise des discussions avec ses créanciers et la Caisse des dépôts. Il demande aussi la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart à 17h en direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est avec nous ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income d'Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous accueillir pour cette émission. À vos côtés, Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie de marché de Natixis IM et Hervé Goulet-de-Quer qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. La super semaine des banques centrales. C'est une partie de l'actualité qui va nous marquer cette semaine puisqu'on aura également des résultats microéconomiques importants avec les GAFAM qui publieront leurs résultats au milieu de cette semaine. Mais focalisons-nous peut-être, Valentine, si vous le voulez bien, sur cette super semaine des banques centrales. La Fed, décision mercredi soir et jeudi, la Banque d'Angleterre en début d'après-midi, suivie de la Banque centrale européenne. Est-ce que les attentes de marché sont bien calées pour ces meetings devant nous? Et si oui, quelle va être l'importance du discours qui va venir enrober les annonces attendues par ces différentes banques centrales, à commencer peut-être par la première d'entre elles, la Réserve fédérale américaine? La Fed. Mais la Fed est vraiment importante pour les marchés et toutes les autres économies mondiales. Donc on pense qu'aujourd'hui, on anticipe que le marché anticipe assez bien ce que vont faire les banques centrales. La Fed, je dirais, dans une position beaucoup plus sympathique que la BCE, parce que si on regarde aux États-Unis aujourd'hui, tous les indicateurs sur l'inflation suggèrent que cette inflation est en baisse. On était à un pic d'inflation de 9% en juin. Maintenant, on est sur une inflation autour de 6%. Mais on a aussi une inflation sous-jacente, hors éléments volatiles, pétrole, alimentation qui recule. Et tous les indicateurs vraiment sont bien orientés. Si on regarde, les prix des loyers sont en train de baisser. Les seuls sujets pour la Fed restent les tensions sur le marché du travail, où on continue d'avoir une asymétrie très forte entre l'offre et la demande. Je trouve qu'il y a un ratio qui est toujours assez impressionnant. Pour chaque personne qui est en train de chercher un travail aujourd'hui, il y a 1,7 emplois disponibles. Donc on reste toujours quand même sur un marché du travail où on peut continuer d'avoir des tensions sur les salaires, notamment sur les salaires des jobs les moins qualifiés. Et ça marque quand même une différence très très forte avec la décennie précédente. Aujourd'hui, les tensions sont sur les bas salaires. Donc, tension sur le marché de l'emploi et l'inflation sur les services et notamment sur l'immobilier. Pour moi, ça reste les deux points d'inquiétude de la Fed. Ce qui fait que pour moi, la Fed, 25 points de base maintenant. Elle a quand même de la marge de manœuvre pour être, je dirais, un peu plus souple. Mais on va continuer de maintenir un discours assez hawkish, assez engagé à ramener une inflation à 2%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed est vraiment bien engagée à réussir ce job. Ouais. La BCE... On va y venir. On va y venir. Non, mais... non, mais c'est 25... C'est possible que ce soit peut-être la dernière hausse de taux de la Fed non. Non, quand même pas. Non. Nous, on avait un... Donc il faut quand même que le discours, malgré la rétrogradation qu'on va avoir du pas de hausse de taux, qui va passer de 50 à 25, le discours va rester suffisamment volontaire pour signaler peut-être encore une ou d'autres hausses de taux supplémentaires. Exactement. Et ce qui est plus important aussi, c'est pas seulement le taux terminal, mais sur combien de temps la Fed va maintenir ces taux en territoire restrictif. Et là, je pense que la Fed va essayer de doucher un peu l'optimisme des investisseurs qui voient un taux baisser très rapidement. Comment est-ce qu'elle peut faire passer ce message, sachant que Jérôme Powell et d'autres membres de la Fed
essaye de faire passer le message que les taux vont rester à un niveau restrictif pour longtemps depuis plusieurs mois, et que depuis plusieurs mois, le marché n'accorde pas de crédit à cette parole. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réitérer ce message, des taux plus élevés, sur une période prolongée, même si de façon effective, ils peuvent baisser les taux d'ici la fin de l'année. Mais le message aujourd'hui ne peut pas être différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème sur les conditions de financement. Si elles sont trop accommodantes, il y a un risque de voir cette inflation redémarrer. Donc aujourd'hui, la Fed, je pense, va être très très vigilante sur le fait qu'il faut, ramener une inflation à 2% et de façon durable. Donc il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Il y a plus de marge de manœuvre. Il y a moins, c'est beaucoup moins chaud qu'avant, des marges de manœuvre, mais aussi l'obligation de maintenir un discours très strict pour ne pas avoir ce risque d'avoir une inflation rebondir. Comment est-ce que la Fed va justement faire passer ce message, Mabrouk, sachant que les indicateurs de conditions financières qu'on peut suivre montrent effectivement que les conditions financières aux États-Unis n'arrêtent pas de se détendre? Est-ce qu'on atteint peut-être un niveau d'accommodation trop important du point de vue de la Fed par rapport à l'objectif qu'elle se fixe? Alors, juste 2 points, effectivement, avant de répondre à votre question. C'est quand on regarde juste les propos qui ont été tenus par les membres du FOMC la semaine dernière, et je rejoins ce que Valentine, effectivement, a dit, il dit attention, effectivement, à l'inflation salariale, l'inflation du côté des services, qui compte pour le plus gros contributeur, finalement, maintenant, à l'inflation sous-jacente. Donc, on voit bien, et là, c'est quelque chose d'une pirouette, là aussi, de communication, si je puis dire, parce qu'on change, et c'est pas la première fois que la Fed le fait, de métrique. C'est-à-dire qu'en gros, de temps en temps, on va regarder le core CPI, l'inflation dite sous-jacente, de temps en temps on va regarder l'inflation totale, de temps en temps on va regarder le déflateur de je ne sais plus quelle composante du PIB. Donc on s'ajuste au gré effectivement du besoin. Donc ça effectivement, mais quelque part c'est assez intelligent. C'est une manière entre guillemets de ne pas brusquer finalement la communication et de rester sur la même tendance. Deuxième point, en fait il y a une énorme incertitude concernant un point à mon sens qui est complètement sous-estimé par aujourd'hui les investisseurs, c'est l'effet de second tour. Aujourd'hui donc effectivement pression sur les bas salaires, mais pression également sur, quand on regarde les enquêtes de la Fed Atlanta, pression sur ceux qui changent effectivement de métier. Globalement, il y a une grosse dichotomie entre ceux qui restent en emploi, donc plus 5%, à peu près c'est la croissance des salaires observée, et plus 8% sur ceux qui changent. Et donc, effectivement, quand on a en tête le nombre de vacances d'emploi, c'est-à-dire la possibilité, la probabilité de changer d'emploi qui est quand même assez forte aux États-Unis, eh bien, on se dit finalement que à un moment donné, ça peut se diffuser, ça peut effectivement commencer à prendre des proportions qui pourraient inquiéter la Fed. Et là encore, monter les taux, alors peut-être pas effectivement, alors moi j'étais plutôt partisan pour un 50 points de base, parce qu'en gros c'est comme on a discuté effectivement, mais bon globalement le marché a décidé autrement, puis bon il n'est pas question finalement de brusquer, la Fed n'est pas là pour brusquer. Mais cela dit effectivement, 25 points de base maintenant, 25 points de base plus tard, et encore peut-être une autre augmentation des taux d'intérêt, pourquoi pas? Et le point important, c'est que quand on regarde le dot plot de la Fed, le dernier, il y aura une mise à jour, il y avait quand même beaucoup plus de membres du FOMC qui militaient pour effectivement un taux terminal plus élevé, au-dessus effectivement de ce qu'anticipait le marché. Et donc, in fine, globalement, la Fed a plein d'outils à sa disposition pour contraindre les anticipations. Elle va y arriver de toutes les manières parce que la Fed est une banque centrale qui est crédible. Personne ne remet en cause effectivement aujourd'hui la crédibilité de la banque centrale. Et on voit bien que même la question du soft landing qui a été quand même sacrément critiqué, décrié finalement en disant que le soft landing ne pourrait pas être mis en place finalement, etc. Pour le moment, personne, effectivement, aujourd'hui, tout le monde rejette l'hypothèse d'une récession forte et marquée aux États-Unis. Le soft landing, globalement, il est en train de se produire. Et donc, in fine, la Fed est en train de réussir son pari, de faire atterrir finalement l'économie américaine et de faire atterrir finalement l'inflation vers une cible, vers une target désirée. Et donc, il y a la possibilité de faire atterrir en douceur cette économie américaine, de ramener l'inflation et les pressions inflationnistes à un niveau plus confortable, sans détruire le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Est-ce que c'est économiquement possible d'imaginer un chemin qui verrait cette inflation sous-jacente, qui reste le dernier bastion à abattre, entre guillemets, se résorber d'elle-même sans avoir à faire monter le taux de chômage, je ne sais pas, qui est à 3,5 aujourd'hui, à 4, 4,5, voire 5 demain. Le chômage monte de 0,5 points, c'est pas dramatique non plus, d'une part. Et quand on voit effectivement, encore une fois, ce réservoir d'emploi, quand on voit effectivement le taux de participation qui n'est pas non plus très élevé aux États-Unis, qui est encore un poil en dessous de ce qu'il était au niveau pré-crise, par rapport à son niveau pré-crise. Il y a, entre guillemets, de la marge pour restaurer finalement un certain équilibre sur le marché du travail. Aujourd'hui, le marché du travail, il est complètement déséquilibré quand on regarde l'offre et la demande. Et donc, in fine, c'est pour ça qu'il y a autant de pression. Donc, réduire finalement l'offre de travail à travers la réduction des vacances d'emploi, ça veut dire quelque part, ça
permettra de restaurer un équilibre sans pour autant en fait déclencher une augmentation substantielle du taux de chômage. C'est D'accord. faisable. Donc c'est ça le soft landing. Et ça, à mon sens, Oui. ça a été clairement dit par la Fed à un moment donné, hein, on veut effectivement s'attaquer à ce réservoir d'emplois non pourvus. Et clairement, globalement, en durcissant progressivement les conditions monétaires et en les maintenant surtout pendant effectivement une durée relativement longue à un certain niveau, enfin le plateau monétaire, ils y arriveront. Et c'est là, finalement, il y a deux risques, à mon sens, et je reviens sur mon effet Phillips d'une part, et d'autre part, effectivement, les anticipations de marché, de voir la Fed, entre guillemets, commencer à courber les chines, c'est-à-dire courber les taux face aux attentes du marché, alors même que finalement, les conditions ne le requièrent pas. Hervé, comment est-ce que Jérôme Powell va nous vendre encore une fois une hausse de taux de seulement 25 points de base quand elles furent de 75 4 fois d'affilée, puis de 50 lors du dernier meeting? Alors, ça, je pense que c'est assez facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de dépeindre l'environnement. Non, ça, il va dire, il y a un effet retard sur la hausse des taux. On a déjà beaucoup monté. Ouais. Ça semble aller un peu mieux, mais cet effet restrictif va continuer à infuser dans l'économie. Comme on n'y voit pas très clair, je ralentis un peu. Je pense que l'histoire, elle est là. Elle va être dite mercredi soir et elle sera acceptée. Mais la difficulté... Il faut voir l'histoire que l'on raconte, il faut voir la réalité. Il y a 3 histoires aujourd'hui. Il y a l'histoire des marchés, qui nous, alors je la répète brièvement, l'inflation ralentit, la Chine est en train de redémarrer, les marchés de l'emploi sont bons, je mêle tout ça, ça permet aux banques centrales d'être moins restrictives qu'on ne le pensait et à l'activité de tenir le choc. C'est l'histoire racontée par les marchés aujourd'hui. On a eu Davos, là, il y a 2 semaines. 15 jours, ouais. Et alors, il y a eu deux enquêtes à Davos qui étaient intéressantes. L'enquête auprès des chefs économistes des grandes banques mondiales. Respect, s'il vous plaît. Black. Et en fait, alors, eux, ils disaient, mon Dieu, le risque de récession est très fort, l'inflation va rester forte dans certaines zones, et l'Europe d'abord, moins les États-Unis, et dans tous les cas, il faut vivre avec un monde où la demande est flappie, et où les coûts continuent de progresser. Bref, les chief économistes, ils étaient pas sur la ligne du marché. Et puis, il y a les patrons des entreprises. Alors là, eux disent, oui, le monde va être compliqué. En fait, tous les travers qu'on a aujourd'hui, environnementaux, géopolitiques, économiques, oui, ils sont là pour durer. Oui. Donc, on s'installe dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, les braves gens, les braves patrons disent... D'ici 5 ans, il y a 40% de nos entreprises qui auront disparu. Donc en fait, il y a une démarche schumpeterienne qui est en train de se mettre en place. Et ils disent d'une façon ou d'une autre, dans cet environnement-là, et c'est sans doute le plus intéressant, on ne pourra pas le gérer par les baisses d'emploi, parce que trouver du monde, c'est compliqué. Ouais. On ne pourra pas le gérer par... un aspect restrictif de la gestion des salaires pour la même raison. Et donc, il va falloir qu'on le gère par la diversification et l'augmentation des prix. Donc, en fait, il y a 3 histoires. Celle des marchés, qui est très sympa, celle des chefs économistes, qui est de court terme et qui n'est pas sympa, et celle des entreprises qui disent, et ça qui est intéressant... Qui sont pragmatiques. Disent, notre comportement va devoir changer. Ah ouais. Alors, les 3 histoires, moi je pense que celle des marchés est vraiment optimiste, parce que quand on voit le monde tel qu'il marche aujourd'hui, en fait c'est Edgar Morin, notre Français national, qui parlait de polycrise. C'est-à-dire qu'il y a plein de crises en même temps, et puis les crises agissent les unes sur les autres. Alors il y a évidemment la crise de la guerre russe en Irak, en Ukraine. En Ukraine. Oui. En Irak, c'est une autre histoire, une ancienne histoire, mais qui a encore des conséquences. D'ailleurs, ça va être intéressant. Il y a évidemment la crise sanitaire, qui n'est pas finie. Il y a la crise environnementale. Il y a la crise économique, l'inflation, la dette. Il y a le comportement de politique économique. Si demain, il faut à la fois faire plus d'investissements, plus de dépenses de défense, vous voyez bien qu'en matière de politique budgétaire, ça dit des choses, qu'en matière de politique monétaire, ça en dit, et que tout ça pris ensemble, ça dit des choses sur les prix. Voilà la réalité d'une banque centrale aujourd'hui. Elle se dit, ouïe, c'est compliqué. Et donc, moi, je pense qu'elle ne peut être que conservatrice. On parle de la Fed, mais pour la BCE, ça sera pareil. Il y a trop de dimensions. Et elle n'arrive pas à aligner toutes ces dimensions, parce que personne n'arrive à aligner toutes ces dimensions. Donc, elle va dire, j'ai un mandat.
Et donc, je vais me tenir à mon mandat avant de comprendre comment ça se passe, mais je vais le faire avec prudence parce que si ça part dans une direction à laquelle je ne pensais pas, ou si le marché s'aperçoit qu'il s'est trompé et qu'on a un vrai problème sur les marchés, il faut bien que j'arrive à récupérer. Donc, la Fed, bah oui, elle va monter les taux de 25 centimes, mais elle n'a pas fini de monter les taux de 25 centimes, parce que voilà, l'inflation, elle va ralentir. Mais combien de temps faudra-t-il pour retrouver les niveaux précédents, si jamais on les retrouve? Elle n'en a pas d'idée, personne n'en a d'idée. Donc elle va garder le cap, et là je pense que le marché, selon moi, fait une erreur à croire qu'on va vite atteindre le maximum et qu'on va baisser derrière. Ça, c'est une vision un peu à la petite semaine, alors qu'on est dans un monde tout de même qui est assez différent du monde que l'on a tous connu précédemment. Fin 2021, il valait quand même mieux écouter le marché que les banques centrales. Le marché à l'époque nous disait attention, les anticipations d'inflation sont en train de partir. Et le discours des banques centrales fin 21, c'était de dire moi vivant, jamais vous me verrez monter les taux. Mais Grégoire, à la fin... Aujourd'hui, le marché nous dit l'inverse, nous dit attention, le travail est fait et vous allez pouvoir, vous ne le savez pas encore, monsieur Jérôme Powell et madame Christine Lagarde, mais vous allez pouvoir recommencer à envisager de baisser vos taux dans un futur proche. Il s'est quand même passé quelque chose entre la fin 21 et la fin du mois de février 22. Je suis d'accord. Donc, en fait, les anticipations, elles n'ont pas valu pour une longue période, quoi. Juste un tout petit Mabrouk et puis Valentine. C'est que... là, effectivement, premièrement, il y a comment il s'appelle Monsieur Bullard qui effectivement indiquait au mois de novembre de l'année 2021, attention, vous n'êtes pas prêts, la Fed peut monter de 75 points de base ses taux d'intérêt puisque l'inflation peut partir de manière incontrôlée. Donc finalement, les banquiers centraux, quelque part, avaient ce risque en tête, premièrement. Et deuxièmement, dans un monde où on enchaîne des chocs à une vitesse qu'on n'a jamais vue par le passé, le retour de la volatilité macroéconomique, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis 30-40 ans. On est obligé, à un moment donné, de ne pas se lier les mains. Et les banques centrales ne veulent pas se lier les mains en disant la Fed est l'exemple le plus parfait. Je vais effectivement me donner toute la latitude de monter mes taux d'intérêt. Effectivement, on arrive à un certain objectif, on n'est peut-être pas non plus arrivé au bout, parce que l'inflation, certes, va diminuer, mais pas encore suffisamment pour pouvoir relâcher notre garde. Et donc, 25 centimes nous paraît adapté, mais on va continuer. Et donc, cet abandon de la forward guidance, cette discrétion, cette approche discrétionnaire des banques centrales, aujourd'hui, c'est la règle, si je puis dire. La Banque centrale du Japon nous le montre, encore une fois. La BOE, là aussi, on n'attendait pas. Tout le monde, au dernier meeting, on entendait 25 points de base, etc. Là, on regarde, effectivement, ça s'est de nouveau décalé à 50 points de base. Bon, donc du coup, on voit que le pragmatisme, aujourd'hui, des banques centrales, c'est la meilleure arme pour pouvoir faire face à cette situation. D'accord. Je pense que ce qui est important de regarder, c'est la nature de l'inflation, et qui est quand même différente en fonction des zones. Aux États-Unis, en Europe, au UK. UK, c'est la situation la pire des deux. Mais fin 2021, quand le marché regardait l'inflation américaine, on n'a pas arrêté de décrire le choc inflationniste aux États-Unis comme étant endogène et moins lié au choc ukrainien et au choc énergétique que l'inflation européenne. Exactement. Aux États-Unis, on est sur une inflation qui est tirée par la demande, on est sur une inflation parce qu'on a une économie qui roule très fort. Et si on regarde tous les chocs exogènes qui ont même au début contribué à ce qu'on ait de l'inflation aux États-Unis, tout ça, c'est en train de s'améliorer. Si vous regardez les perturbations sur les chaînes de production, ça s'améliore, mais vraiment. Bien sûr. Si vous regardez sur le prix des biens aujourd'hui, il y a des stocks extrêmement importants sur le prix des biens. Ça va vraiment. Et puis il y a une demande aujourd'hui qui est en train de baisser pour les biens et de se transférer aux services. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir zéro sujet sur l'inflation, sur les prix des biens. Vraiment, l'inflation reste pour moi le vrai sujet aux US, c'est cette inflation sur l'immobilier. Parce que ce qui est positif aussi du côté économique, c'est les fondamentaux du marché immobilier sont très très bons. Il n'y a pas de stock. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de stock aux US, mais par contre, il y a des prix qui sont extrêmement chers. Donc s'il y a les taux qui se remettent à baisser, je pense que le risque, c'est de revoir ce marché immobilier. Que ça repart tout de suite. La sensibilité du prix immobilier est immédiate en cas de relâchement monétaire. Il n'y a pas de stock. Donc il y a une demande, et il y a un marché de l'emploi qui est très fort. Donc si on a les taux qui se remettent à baisser, pour moi, on a les prix sur l'immobilier US qui vont repartir. Et ça peut être un sujet pour la Fed. Je vous laisse réagir, mais avec tout le respect que j'ai pour le marché obligataire, Valentine, comment vous expliquez, encore une fois, ce pricing persistant d'un marché obligataire qui nous dit, à partir de l'été, la Fed pourra être en position de baisser ses taux et pas juste de les ajuster une ou deux fois à la baisse. C'est 200 points de base de baisse de taux qui sont pricés par le marché jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc un vrai cycle de baisse de taux qui pourrait se mettre en place dès cet été. Le marché obligataire n'en démord pas.
Alors, il y a certains investisseurs, dès cet été, la première hausse de taux, elle est pricée à... Baisse ou hausse? Baisse. Mais oui. La baisse de taux est pricée un peu plus tard. D'accord. Bon. Mais il y a certains investisseurs dès cet été. Moi, je trouve que c'est complètement irréaliste d'anticiper une Fed qui baisse ses taux dès cet été. Elle ne prendra pas ce risque. Je ne pense pas que la Fed prenne ce risque. Parce que Donc pour une question de risk management. Exactement. De voir derrière rebondir l'inflation, surtout dans un environnement, et ça reste une variable extrêmement importante pour nous pour l'année prochaine, où la Chine est en train de rebondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à appréhender. On a bien vu les difficultés qu'on a eu à appréhender, le rebond de nos économies post-Covid en termes d'inflation, en termes de demande. Là, on a quand même une économie qui est extrêmement importante en termes de taille, qui est en train de réouvrir. Donc ça va être très positif pour la croissance, mais quid de l'inflation ? Quid s'il y a une demande trop forte en Chine, à nouveau avoir des problèmes entre l'offre et la demande, des perturbations sur les chaînes de production, etc. Même si c'est de la consommation, même si c'est vraiment une relance ou une reprise de l'économie chinoise à travers la consommation des ménages, c'est une situation qui peut générer de l'inflation et de l'inflation qui pourrait se retrouver ailleurs dans le monde. Moi, je vois ce risque comme étant aujourd'hui quelque chose de modéré, parce qu'on a quand même la Chine continue d'avoir des problèmes structurels sur l'immobilier, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une économie qui va réouvrir et ça va être un impact positif sur la croissance. Et en termes d'inflation, je vois le risque plutôt pour l'Europe, notamment sur la consommation d'énergie avec le prix du gaz. Mais à surveiller néanmoins l'évolution du prix du pétrole. Et donc la Fed ne baissera pas ses taux à partir de cet été. Je ne vois pas la Fed baisser ses taux cet été, rien qu'à cause de tous les risques de voir un rebond derrière de l'inflation et vraiment un risque de perdre sa crédibilité. Surtout après avoir communiqué sur le fait que l'inflation était transitoire, ils ont quand même perdu un peu en crédibilité. Donc on peut perdre une fois sur transitoire, mais on ne peut pas perdre une deuxième fois sur On ne s'engagera, je ne pense pas. Hervé et puis Mabrouk. Moi, je pense qu'il faut écouter Laëlle Brennart tant qu'elle est encore à la Fed, puisqu'on murmure qu'elle pourrait aller à la Maison-Blanche. Donc une partie importante, donc je dis juste vice-présidente, économiste, contrairement à Jérôme Powell, et avec une longue expérience au sein du FOMC et de la Réserve fédérale en général. Et au sein de l'administration américaine avant. Moi, je pense que pour les marchés, garder Laëlle Brennart à la Fed, ça serait une bonne chose. Enfin, on verra bien. Mais ce que Laëlle Brennart nous dit, elle dit qu'il faut faire attention à trois choses. La première chose, c'est les anticipations inflationnistes. Aujourd'hui, elles paraissent bien calées, mais il y a cette remarque, et il y a des papiers de recherche là-dessus, quand on voit l'accélération des prix à partir de 65, il y a très très longtemps, en fait, dans ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui des anticipations inflationnistes de l'époque, quand on regarde la distribution, c'est qu'à ce moment-là, on voit que le haut de la distribution part. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, c'était la population, pas les marchés à l'époque, qui dit « moi je suis plus inquiet ». Et donc la lecture qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas voir que la moyenne ou la médiane des anticipations, mais la distribution. Laëlle Brennart pointe les études, et les études sont intéressantes, et il y en a plusieurs. Le deuxième élément, c'est les chocs d'offres, les chaînes de production. Bon, aujourd'hui, on dit ça va aller mieux à cause de nos amis chinois qui réouvrent, tant bien que mal, leur économie. Mais en fait, est-ce qu'avec la fin de la phase la plus forte de la mondialisation, les entreprises qui disent ne mettons pas tous nos œufs, toutes nos inputs dans le même panier, est-ce que tout ça ne va pas changer ? McKinsey a sorti un papier ce matin sur le marché, le prix des matières premières à l'horizon des X années devant, comme McKinsey aime bien faire. Mais en fait, eux disent il faut garder en tête que le prix des matières premières va rester élevé, orienté à la hausse pendant longtemps, pour toutes les raisons que l'on connaît les uns les autres. Donc, en fait, là, il y a deux signaux qui font que, on n'a pas l'impression que relâcher la garde soit une bonne idée. À rebours, c'est vrai qu'avoir toutes les banques centrales qui montent leurs taux au même moment, ça veut dire qu'il y a peut-être un multiplicateur de la hausse des taux sur l'activité, et il faut quand même faire attention. Donc, quand vous dites tout ça, la synthèse, vous dites oui, je continue à monter, mais je le fais un peu plus prudemment qu'avant, parce qu'il faut que j'ai une manœuvrabilité, et tout ça dans le contexte de difficulté à comprendre ce qui se passe et de volatilité des signaux macroéconomiques, et sans doute à certains moments une volatilité des marchés. Voilà quoi. Donc ils gardent le cap,
mais ils le font avec prudence. Sur la question des chaînes de valeur, je rappelle que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine auront atteint un niveau record en 2022. Ouais. Non, mais absolument. on n'est pas encore totalement plongé dans la déglobalisation à marche forcée. Non, on n'y est pas plongé, même si quand on voit les flux de marchandises et de services, ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux de marchandises, ceux de services ont moins souffert, ceux des personnes au travers des migrants ont moins souffert, alors on aime ou on n'aime pas, et après il y a les flux financiers qui eux ont pas mal souffert. Mabrouk, je ne sais plus où on en était sur la Fed, mais on va passer à la BCE aussi. Justement, il y a une bonne transition avec la BCE, c'est que quand on regarde la distribution des anticipations d'inflation, alors il y a différents termes. Il y a une enquête du Survey Professional Forecaster qui nous dit, donc il y a 2 termes, 1 an et 5 ans. Bon, à 1 an, il n'y a pas de doute, effectivement, de la distribution, c'est complètement déplacé à droite. Donc c'est-à-dire que tout le monde anticipe une inflation qui va aller au-delà de 4% pour cette année. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que la distribution de ces anticipations d'inflation à 5 ans est devenue bimodale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a 2 bosses. Il y a une première bosse, effectivement, autour de 2. La Banque centrale est crédible, on revient à 2. Et il y a une deuxième bosse entre 3,4% et 3,9%. C'est-à-dire qu'en gros, on va changer peut-être, effectivement, de paradigme en termes d'inflation. Et ça pose un vrai problème à une banque centrale, puisque quel est un de ses mandats, effectivement, c'est la stabilité des prix. Qui dit stabilité des prix, dit également ancrage des anticipations d'inflation. Si effectivement la BCE constate qu'à moyen long terme, les anticipations se désancrent, entre guillemets, par rapport à la cible de 2%, on va avoir un problème. Ça veut dire qu'on questionne, on discute de nouveau la crédibilité de la Banque centrale à maintenir effectivement cet objectif, du moins à parvenir à cet objectif. Et donc du coup, in fine, qu'est-ce qui va se passer? On le sait tous, Christine Lagarde va être, entre guillemets, contrainte de taper du poing sur la table de nouveau, effectivement, comme en décembre dernier. Bah oui. Donc avec 50 points de base, bon ça c'est acquis, donc personne ne le discute effectivement. C'est acquis pour les 2 prochains meetings. Donc, je vais parler des 2 prochains. Oui, c'est ça. La 50 points de base. Février et mars. 50 points de base et peut-être 50 en mai. Donc on arrive... Alors, la question qui se pose, c'est arrivé à 3,50, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue à 25 pour répliquer un peu le comportement de la Fed? On commence à atterrir en douceur. Ou bien on continue sur la lancée de 2,50 points de base pour arriver à 4%. Bon, effectivement, là, je pense que le 4% va être un petit peu violent, pour le coup, dans un contexte où on va arriver, donc après la réunion de mars, au mois d'avril, donc fin avril, début mai, et là, on va avoir une économie européenne qui va commencer à souffrir, sans doute un peu plus, des conditions, enfin en tout cas des effets retardés de l'inflation, des conditions monétaires qui se seront durcies un peu partout dans le monde, l'effet multiplicateur, effectivement, et donc, in fine, là, la BCE va commencer, elle aussi, à répliquer le comportement de la Fed. En fait, il ne faut pas oublier, tout simplement, la BCE fait un copier-coller. Et il y a avec 6 mois de retard. Voilà, quelques mois de retard. Donc, globalement, elle va commencer à atterrir, mais elle ne va pas s'arrêter là, à mon sens. Parce que l'inflation, globalement, et ça, j'y tiens et je sais qu'on n'est pas d'accord, l'inflation va continuer de monter. Elle va continuer de monter en zone euro, en fait, c'est pas fini, et on va avoir des problématiques de croissance des prix qui vont être encore assez fortes, notamment sur la partie sous-jacente. Le point important, c'est que le sous-jacent ne contribue toujours positivement et même de plus en plus à l'inflation en zone euro. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'ils sont beaucoup plus avancés sur le cycle. On n'a pas encore réglé le problème d'inflation en Europe, et donc il faut que la Banque centrale continue de monter ses taux d'intérêt. On a toujours une croissance des revenus réels négative, très négative. Certes, oui. Mais on a quand même, effectivement, et c'est le cas aux États-Unis, ça n'a pas empêché la Fed de monter à plusieurs reprises aux 75 points de base ses taux d'intérêt. Mais on a quand même une croissance économique qui est quand même assez forte. Enfin, je reviens juste un point sur les États-Unis. L'acquis de croissance aux États-Unis pour 2023, il est de 0,9. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau de croissance embarqué, si on fait 0% à chaque trimestre en 2023, on est à 0,9. Aujourd'hui, les pronostics du consensus, c'est 0,2, 0,4. Donc ça veut dire que globalement, on est très noir, très pessimiste sur la croissance américaine. On n'a pas encore les chiffres du Q4 pour la zone euro et globalement on sait que des statistes effectivement va sans doute réviser à la hausse l'Allemagne. Et donc du coup qu'est-ce qu'on va avoir à ce stade? Avec le chiffre du Q3, on a une croissance remarquée, un acquis de croissance de 0,4. D'accord? Donc en gros on a déjà en fait une croissance qui va être qui part sur le bon pied. Exactement. D'accord. Donc pourquoi la BCE s'arrêterait? Bon, je sais pas, question, Valentine, sur la Banque Centrale Européenne. Non, moi j'écoute Christine Lagarde, donc 2 fois 50, ça semble être gravé dans le marbre depuis le meeting de décembre. Option pour un troisième 50 points de base, pourquoi pas au mois de mai si nécessaire. Au milieu de tout ça, on va commencer aussi à réduire un peu plus activement le bilan en zone euro. Je voulais qu'on fasse le lien peut-être avec...
la stabilité ou le semblant de stabilité qu'on semble avoir retrouvé sur les marchés obligataires, qui semble être un peu plus canalisé là, depuis ce début d'année 2023. Est-ce que c'est un endormissement passager? Est-ce qu'il faut se préparer à un retour de volatilité sur nos marchés obligataires en Europe? Moi, je pense que c'est un des points les plus importants pour, j'appellerais, la global picture de la zone euro pour l'année 2023. Parce que je partage ce point de vue sur l'inflation sous-jacente. On peut avoir une inflation sous-jacente qui reste élevée en Europe et qui surprenne à la hausse. De la même façon que je pense qu'on peut avoir une inflation qui surprenne à la baisse aux États-Unis, je pense qu'on peut avoir une inflation encore qui reste élevée. Parce qu'aujourd'hui, cette inflation, elle est subventionnée d'une certaine façon par les États. Si on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie payée par les ménages et les entreprises en Allemagne, par exemple, ou en France, ce ne sont pas les prix effectifs. Donc c'est 13 et 7 centimes du kilowattheure en Allemagne pour les entreprises et les ménages. 7 et 13 centimes. Donc même si on a un prix du gaz qui reste stable... Je parle du kilowattheure d'énergie en l'occurrence, mais... Ça, ce qui veut dire, c'est qu'on a le prix payé par les ménages ou par les entreprises s'il y a moins de soutien des États qui peut continuer d'augmenter. Donc je pense que l'inflation cœur en zone euro peut rester élevée et sur des niveaux qui soient, je dirais, pas acceptables. Et donc ça justifie d'aller en restrictif, puisque dans un premier temps, l'objectif de la BCE était d'aller au neutre, neutraliser la politique monétaire. Là maintenant, l'objectif endossé par tout le monde est d'aller en restrictif et d'y rester, là aussi. Et l'objectif, là pour moi, la BCE va faire face en 2023, enfin fait face aujourd'hui à un double challenge. Un, sa crédibilité. Donc face à ces niveaux d'inflation qui peuvent rester durablement élevés, objectif, comme elle l'a annoncé, à envoyer les taux en territoire restrictif. L'autre point, c'est un problème de stabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter le coût de la liquidité, réduire le niveau de la liquidité dans un environnement où on a des niveaux de dette élevés pour certains pays en Europe et où on a des besoins de financement qui sont importants. Et là, pour moi, une des différences majeures qui va marquer l'année 2023 par rapport à la décennie précédente, c'est l'offre nette de dette d'État, nette des achats BCE, qui va être stratosphérique cette année. En gros, c'est plus de 500 milliards largement plus de 500 milliards. Largement plus. Largement, parce que si on compte, on va dire 400 milliards les besoins nets des États, 150 milliards, on va estimer la BCE qui va vendre des titres, et aussi à peu près 150 milliards de titres européens pour financer tous les plans de soutien. Les supras, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même monstrueux, en sachant que depuis 2015, la BCE absorbe l'ensemble des besoins de financement des États. Donc ça, c'est un vrai changement de régime en termes de facteurs techniques sur les marchés des taux. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point à surveiller. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire des Valentine, taux qui peuvent être poussés à la hausse à cause de la... C'est pas stabilisé. Il ne faut pas reprendre... Là, ce n'est pas le moment d'aller long et de prendre de la duration sur le souverain européen. De prendre oui, non, je pense que ce n'est pas le moment et je serai très vigilante sur l'évolution des taux en Europe. Et ce qu'il faut dire que depuis le début de l'année, quand même, ça fonctionne assez bien sur les marchés. Mais vraiment, c'est un élément... à surveiller, qui marque une différence majeure par rapport à la décennie d'avant. Ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que la Banque Centrale Européenne a été, au cours du mois de juin dernier, obligée de publier un communiqué en urgence pour indiquer qu'elle allait mettre en place un mécanisme pour garantir la transmission de sa politique financière. À l'époque, c'était le sujet italien, évidemment, qui faisait réagir et sortir la Banque Centrale Européenne en urgence du bois. Depuis, on ne parle plus du spread italien. Pour moi, il n'y a pas de sujet avec l'Italie aujourd'hui. Il y a un sujet... Pas plus que d'habitude, quoi. Non, il n'y a pas de problème spécifique en Italie, etc. Mais il y a un sujet de niveau de taux général en Europe qui peut être un sujet pour les États les plus endettés. Et ce n'est pas un sujet à court terme, parce que si vous regardez la maturité moyenne de la dette italienne, elle est de 7 ans, c'est assez long. Donc ces taux élevés vont mettre un certain temps à se répercuter sur le coût moyen de la dette. C'est juste à un moment donné, le marché il peut se dire, non mais on ne peut pas faire avec des taux comme ça. Pour certains pays qui ont une croissance potentielle si faible et des niveaux de dette élevés. Il y a un moment, ça craque. Mais il y a un moment, il va falloir que le marché ait ce déclic. Et jusqu'ici, il ne l'a pas eu. Et la dette italienne a bien performé l'année dernière. Sachant, et je parle sous le contrôle des économistes, que pour cette année, et peut-être même encore pour l'an prochain, grâce aux effets inflationnistes, aux effets nominaux, on devrait voir des ratios de dette sur PIB qui s'améliorent dans les États de la zone euro. Oui, ils peuvent s'améliorer, sauf ce qui peut se passer au niveau des politiques budgétaires, parce que je pense que pour parler de la BCE,
c'est pas tout à fait un copier-coller, parce que la situation est quand même beaucoup plus embarrassante en zone euro, en Europe, qu'elle ne l'est aux États-Unis. D'abord, si on voit les choses de haut, la guerre, elle est en Europe, et on voit bien que dans cette idée de maintenir la parité entre les deux belligérants, il y a quand même une implication de plus en plus grande des Occidentaux, donc des Européens. Donc on a un front international qui est pas stable du tout. Et comment les opinions publiques européennes vont réagir en fonction de ce qui va se passer, on n'en a pas d'idée. Donc là, c'est déjà beaucoup plus fragile en politique intérieure, complètement relié à la politique internationale. On a aujourd'hui une stabilité qui peut être un peu précaire dans un certain nombre de pays. Si on a en plus des pressions internationales là-dessus, il se passe quoi? Avec quelle implication sur les politiques budgétaires? S'il y a de la tension, les États seront obligés de lâcher. Et dans ce cas-là, la politique monétaire, il faut la remettre dans ce contexte. Et on voit bien, il y a un côté contradictoire. Lutter contre la hausse des prix, sachant que le ralentissement ne s'est pas encore marqué, quoi. Pour le moment, on est toujours avec un noyau dur qui accélère. Et donc, voilà. Donc, il n'est pas question, dans ce cadre-là, pour la BCE, de baisser sa garde, une fois encore. Et en plus, elle se dit, il serait bien que je réduise la taille de mon bilan. Parce que ça montre bien que je suis engagé. Mais on voit bien que la réduction de la taille du bilan, dans le contexte budgétaire qui est fragile et qui pourrait se dégrader. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais elle ira à pas de loup sur cette histoire. Parce que c'est pas... On sait que l'équilibre est précaire. Donc, elle va faire attention. Donc, en fait, à mon avis, la BCE, elle va prier pour que la situation budgétaire ne se dégrade pas, que les Italiens soient sérieux, qu'en France, il n'y ait pas de problème. Elle va se concentrer sur l'inflation. Et sur l'inflation, pour le moment, là, c'est le copier-coller. Sur l'inflation, on n'y est pas, donc elle va monter les taux. Elle l'a dit, le chemin est balisé. Une fois qu'on sera, je ne sais pas, à 3,25, 3,50, j'en ai aucune idée, elle restera sur le plateau à attendre ce qui se passe. Même question qu'aux États-Unis. La décélération, ça prend combien de temps et on atterrit à quel niveau? On ne sait pas. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à cela, elle restera sur son plateau. Mais vous dites que la BCE, d'une certaine manière, reste impliquée dans une logique de fiscale dominance, de domination budgétaire. Elle ne le reconnaîtra jamais, comme la Fed ne le reconnaîtra pas. Mais se dire que dans le monde que l'on connaît aujourd'hui, ou dans le monde qui s'ouvre devant nous, en matière de hiérarchie des politiques publiques, la politique économique ne sera pas tout en haut. Je pense que c'est une évidence qu'à tout en haut, c'est la politique internationale avec sa dimension de défense et la politique de l'environnement. Et il faudra bien que le reste... Et donc l'intendance doit suivre. Exactement. Alors il faudra bien qu'on ait un discours qui s'adapte à cela. Et je pense que les marchés ne sont pas complètement prêts à ce changement de discours. Mais ils risquent de s'imposer parce que le monde va dans cette direction. Mabrouk, je voudrais qu'on dise un mot des marchés. On a parlé des banques centrales, les implications peut-être pour les marchés obligataires, mais un mot des marchés globaux, des marchés actions, des marchés d'actifs risqués. On a un peu le vertige des cimes. Parce que ça va vite, c'est fort, c'est puissant, et qu'on retrouve des niveaux records sur les indices actions en Europe en un mois, qu'on a atteint les objectifs des stratégistes sur le stock 600 en un mois, là on aurait dû mettre 12 mois pour les atteindre, et que donc... Oui, on bug un peu. Non, mais est-ce qu'on passe d'un excès à l'autre, d'un excès de pessimisme sans doute, a posteriori, à un excès de quelque chose d'un peu trop idéal? Du monde, effectivement, Q3, Q4, c'était une catastrophe. L'Europe allait s'effondrer, on allait effectivement passer l'hiver sans électricité, sans gaz, etc. Donc du coup, excès de pessimisme. Mais là, on voit finalement que ça se passe bien. Il y a de la croissance, on l'a un peu oublié effectivement, donc je rappelle juste un chiffre, la croissance des bénéfices européens, des entreprises européennes, c'est quasiment x2 par rapport à celle des entreprises américaines, mais on finit le rattrapage finalement, donc qu'on n'avait pas complètement terminé, donc c'est pas non plus complètement délirant de voir les entreprises européennes mieux effectivement se comporter en termes de parcours boursier, et là finalement on se rend compte en début d'année, inflation,
plus vraiment un problème. Bon, erreur fatale, puisque là encore, l'inflation va rester un problème, notamment en zone euro. Donc effectivement, oui voilà. Non, je m'en étouffe, oui. Donc là, ça bug, effectivement. Donc on a aujourd'hui la conviction que l'inflation, finalement, c'est peut-être un peu d'histoire ancienne. C'est une histoire, à mon avis, qui est trop précoce. Et surtout, c'est que le marché n'a pas encore mis son nez ou la focale sur la croissance. Ouais. Aujourd'hui, la croissance, la thématique est balayée encore d'un revers de la main. Si on part du principe que la croissance sera meilleure que ce qu'on anticipait. Oui, d'une part, mais bon, finalement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va atterrir et surtout, on ne sait pas ce que va donner la croissance micro. Et en gros, la croissance des bénéfices d'entreprise, on attend toujours. Alors, il y a deux discours, effectivement. Le discours plutôt positif, non mais ça va bien se passer, etc. Et le discours, attention, finalement, on va quand même subir les coûts et le coût d'augmentation des intrants qui va pénaliser effectivement les marges. Et qui n'arrête pas de s'effondrer. Quoi donc ? Les input price, le coût des entrants n'arrête pas de s'effondrer. Oui, mais ça, c'est sans compter sur la dimension salaire, effectivement, qui constitue effectivement là aussi encore un intrant assez important. On ne fabrique pas uniquement avec des matières premières, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc, à un moment donné, donc, le marché des actions a démarré trop fort. Et donc, la volatilité, quand on la regarde, qui est la meilleure métrique finalement du sentiment de marché, elle est au plus bas finalement de ce qu'on avait observé depuis assez longtemps. À 19, je regardais sur le volatilité implicite aux États-Unis, c'est très bas. Donc attention à la mean reversion, donc le retour à la moyenne de la vol, qui signifierait finalement un ajustement des marchés. Action en tout cas à bref échéance. Ouais, j'entends. Valentine, un mot sur cette situation de marché, alors peut-être en dehors du fixed income, mais sur les actifs risqués, crédits peut-être aussi, qu'on peut observer. Oui, sur les actifs risqués. Les marchés, ils ont acheté la jolie histoire qu'on pouvait pouvoir contenir les pressions inflationnistes sans mettre en danger l'inflation, la croissance, c'est-à-dire qu'on allait avoir un atterrissage en douceur de nos économies. Alors, ma conviction, c'est que je pense qu'aux États-Unis, notre conviction, c'est qu'on va avoir une croissance qui va quand même être très très faible sur le deuxième semestre. Il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a encore l'économie américaine qui est toujours soutenue par les mesures post-Covid, c'est-à-dire les ménages américains ont encore beaucoup d'épargne, c'est-à-dire toutes ces hausses de taux n'ont pas encore impacté nos entreprises parce que les entreprises ont utilisé le cash qu'elles avaient accumulé pendant la période Covid, parce qu'elles ont refinancé énormément de dettes pendant le Covid. Mais les petites entreprises vont devoir commencer à réémettre de la dette, et ce, à des taux beaucoup plus élevés. Et ça va être un risque qui va être beaucoup plus sur le deuxième semestre de cette année, et où on aura aussi tout l'impact des hausses de taux aussi sur le marché de l'immobilier. Oui, donc ça ne peut pas être un Goldilocks permanent. Non. Au cours de cette année 2023. Après, non, mais parce que ça, c'est pour les États-Unis. Je vois le risque beaucoup plus sur la partie croissance aux États-Unis. Je pense qu'on peut quand même avoir des bonnes nouvelles du côté de la baisse de l'inflation. Du côté Europe, on a aujourd'hui une croissance qui est soutenue par le fiscal. Donc le risque, ça va être un risque de stabilité financière, comment on va gérer toute cette offre de supply, mais je vois plutôt un risque sur l'Europe d'une inflation. Alors, ce risque et d'une inflation, l'inflation au corps qui reste élevée plus longtemps, obliger la BCE à être stricte, et après challenge avec les volumes obligataires. Bon, deux risques différents quand même de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Valentine Henouz, Amundi Institute, Mabrouk Chetouane, Natixis ICM et Hervé Goulet-Kerr, Accuracy. Le lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Cher Pierre-Yves, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer sur les enjeux américains et l'actualité américaine vue de Washington. Pierre-Yves, avec effectivement dans ces derniers jours une nouvelle victoire pour Joe Biden sur le plan de la gestion des technologies vis-à-vis de la zone chinoise, notamment puisque Joe Biden a réussi à mettre d'accord d'autres pays, le Japon et les Pays-Bas, je crois, sur de nouvelles restrictions en matière de technologie pour l'industrie des semi-conducteurs vis-à-vis de la Chine, bien sûr. Effectivement, Grégoire, c'est une victoire intéressante sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est une victoire sans tambour ni trompette. Il n'y a pas eu de communiqué officiel parce que le Pays-Bas et le Japon ne souhaitent pas être visibles dans leur attitude qui consiste à suivre le leadership américain et ne veulent pas risquer des sanctions de la part de la Chine. Pourquoi le Japon et les Pays-Bas ? Parce que les Pays-Bas sont le pays où siège la société ASML. Au Japon, nous avons Nikon et Tokyo Electron. Ce sont donc trois grands fabricants d'équipements nécessaires pour fabriquer des équipements de haute technologie, des semi-conducteurs. Ils fabriquent
des équipements de lithographie particulièrement avancés. Et les États-Unis, avec leurs propres constructeurs en la matière, notamment Applied Materials, ne veulent plus que les Chinois utilisent les semi-conducteurs les plus performants parce qu'ils s'en servent pour des applications militaires. Ce discours qui est tenu par l'administration Biden depuis le mois d'octobre finit par être entendu de la part des Pays-Bas et du Japon qui ont accepté, sans tambour ni trompette, donc, vendredi, de ne pas fournir aux Chinois ce que les Américains ont promis de leur côté unilatéralement de ne plus fournir. Pas de concurrence sur le marché chinois pour ces technologies les plus performantes. Arrive ce matin un scoop intéressant du Wall Street Journal. Ça n'est pas la première fois que les États-Unis cherchent à limiter l'exportation de technologies à la Chine, technologies utilisables à des fins militaires et à des fins d'espionnage. De telles listes sont rédigées par les États-Unis depuis au moins 1997 et on s'aperçoit qu'un grand centre de recherche chinois, depuis 2020, à plusieurs reprises, a acheté des composants américains qui sont pourtant interdits théoriquement depuis 1997, des composants fabriqués par Intel et par Nvidia. Comme quoi, en théorie, on peut interdire beaucoup de choses, mais dans la pratique, lorsque ces composants ne sont plus sur le territoire américain et qu'ils sont disponibles assez facilement, pratiquement en vente libre, les Chinois sont tout à fait capables de se les procurer. Le contexte de tout ça n'a pas changé, on en a souvent parlé entre nous ici, Grégoire, c'est qu'il y a un large consensus au Capitole et à la Maison-Blanche entre démocrates et républicains pour considérer que la Chine n'est pas un partenaire ordinaire, que la Chine est de plus en plus un adversaire et un rival, et que la Chine est un pays qui a pour objectif principal de voler notre technologie pour pouvoir ensuite nous asservir. C'est textuellement ce que disent démocrates et républicains, et c'est la raison pour laquelle il y a ce consensus, et que maintenant Joe Biden parvient à convaincre certains Européens, en l'occurrence les Pays-Bas, de le suivre sur ce terrain qui est dangereux. L'autre grand contexte de cette opération est qu'on a à Washington un peu peur que les Européens commettent avec la Chine l'erreur qu'ils ont commise avec la Russie. C'est-à-dire de penser que oui, ce n'est pas un pays démocratique, mais enfin c'est un pays avec lequel nous devons travailler pour rester engagés avec la Russie, pour éviter que la Russie s'isole, pour éviter que la Russie devienne une dictature et pour éviter que la Russie devienne agressive. Les Américains sont convaincus que les Chinois, non pas à court terme, mais à moyen et long terme, deviendront agressifs, et en particulier militairement, et que le moment est venu de mettre un terme à toutes leurs tentatives déloyales qui visent à acquérir un avantage déloyal en termes de technologie qui reviendra ensuite nous porter tort. Bon, l'affrontement technologique, et c'est un affrontement séculaire dans lequel on est entré entre les États-Unis et les alliés des États-Unis et la Chine de l'autre côté. Restons d'ailleurs dans le domaine technologique, Pierre-Yves, avec pour la Big Tech américaine, plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un libertarien qui va diriger la commission antitrust de la Chambre des représentants au Congrès. Et oui, rien ne vous échappe, Grégoire. C'est une info qui est quand même passée un petit peu sous le radar. Et c'est une info qui est intéressante au moment où le département de la justice attaque au civil Google en vue de forcer le géant du numérique à se scinder de ses activités de distribution d'espaces publicitaires sur Internet. La commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, puisque maintenant que la Chambre des représentants dispose d'une très courte majorité républicaine, la commission judiciaire décide de la manière dont les sous-commissions vont être gérées, et une de ces sous-commissions importantes à la Chambre des représentants est la commission antitrust. On aurait pu croire que le républicain, logiquement, qui serait nommé à la tête de cette sous-commission serait M. Ken Buck, qui est quelqu'un d'assez opposé à la puissance des géants de la technologie américaine et qui est capable de travailler avec les démocrates pour changer la réglementation antitrust. Eh bien non. Ken Buck a été mis de côté et a été placé au second rang, et c'est Thomas Massie qui va s'occuper
de la sous-commission antitrust. Alors c'est important parce que Thomas Massie est un républicain, oui, un républicain du Kentucky, mais c'est un libertarien. Il est obsédé par ce qu'il considère être le complot des grandes entreprises de technologie américaines pour faire taire les conservateurs et pour les censurer. C'est aussi un anti-vax, c'est plutôt un isolationniste, c'est quelqu'un qui est climato-sceptique et c'est quelqu'un qui est plus que détesté par les woke. Je ne résiste pas à l'envie de vous signaler que John Kerry, qui est très populaire en France parce qu'il parle un peu français et parce qu'il est bien à gauche, John Kerry a dit, je vous assure, à la suite d'une dispute qu'il avait eue en direct à la télévision dans une audition publique, je vous assure que Thomas Massie a été testé positif, non pas pour le Covid, mais parce que c'est un trou du cul. Fermez les guillemets. On peut compter sur Thomas Massie pour tout faire pour bloquer en commission les 3 ou 4 projets législatifs qui sont sur la table depuis des mois et qui viseraient à réglementer davantage, voire à forcer des géants de la technologie américaine à se scinder en plusieurs entités. Incroyable quand même, hein. Le facteur humain est important dans ces affaires, Pierre-Yves. Hein. Le facteur humain est d'autant plus important qu'il est nourri par le facteur financier. Les dépenses de lobby des géants de la technologie ont beaucoup augmenté depuis quelques trimestres et on ne retirera de la tête de personne l'idée que ces dépenses ne sont pas gaspillées et que si des personnalités comme M. Thomas Massie, qui est un personnage intéressant par ailleurs, parce qu'attention, c'est un ingénieur, il est diplômé de MIT, il a inventé des technologies dont il a acquis les brevets, et il a créé une entreprise dans un domaine que j'ai découvert et que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui est celui de la manière dont on transmet à un ordinateur des sensations que l'on ressent au toucher. Et cette technologie-là, dont il est un expert, a permis de fabriquer des machines qui aident à des imprimantes en 3 dimensions. Donc M. Massie est un ingénieur et il s'y connaît en technologie, ce qui lui donne une certaine crédibilité en matière de réglementation de la Big Tech. Bon, on suivra ça, mais effectivement, c'est intéressant tant on connaît le poids du risque réglementaire qui peut peser sur ces grands groupes technologiques américains et même peut-être se refléter in fine dans les cours de bourse de certaines de ces entreprises. On verra effectivement comment le marché intègre l'idée que ce risque est peut-être un peu moins fort aujourd'hui avec Thomas Massie comme patron de la commission antitrust de la Chambre des représentants. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre quart d'heure américain, 17h45 en direct sur Bismart TV, rediffusé à 20h45, que vous retrouvez comme l'ensemble des émissions en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.